On va passer la parole à Sophie. Alors, Michael nous a présenté comment il organisait sa classe inversée, toute la démarche préparatoire, l'organisation du temps, des activités, de la salle. Et Sophie va avoir la main pour nous présenter, elle, comment ça se passe en classe. Donc a priori, c'est ça l'objectif. Tu peux rapprocher la souris proche de toi. Voilà, t'as la zapette aussi si tu veux. J'ai tout, c'est bon. Et donc voilà, tu as la parole. Donc moi, la consigne, c'était vraiment de vous expliquer comment ça se passe concrètement en classe. Donc je vais pas revenir, il y aura peut-être des éléments que Michael a expliqué, que voilà, je vais peut-être réexpliquer, mais surtout je vais vous expliquer en quoi, ce que ça change en classe. Concrètement, donc je vais vous présenter l'expérimentation que j'ai menée pendant 2 ans auprès d'élèves de 5e en cours de français et les changements que ça a pu induire dans ma pratique de classe. Donc au niveau de la préparation de mes séquences et de mes séances de cours, je trouvais que c'était très important d'expliquer clairement aux élèves ce que j'allais faire. Donc la première partie, c'était comment leur présenter les objectifs de travail. On présente toujours les objectifs pédagogiques aux élèves, mais là, c'était vraiment les objectifs de la démarche en elle-même, de la pratique de classe inversée. Donc je leur expliquais ce que j'allais tenter avec eux. Je leur expliquais clairement qu'on allait tâtonner, que j'allais leur demander aussi de réagir, de me donner leur retour par rapport à ces pratiques. Et puis de poser un contrat avec eux. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc j'explicitais les méthodes de travail et je leur expliquais qu'il y avait une sorte de contrat. J'allais essayer de rendre le cours plus actif. J'allais leur donner accès à de nombreuses ressources, des exerciceurs, des petites choses pour les aider. En contrepartie, ils devaient s'engager à essayer de renouer avec le travail personnel, un travail personnel régulier et connecté. Donc c'était le contrat posé dès le départ. Pour cela, je réalisais un sondage au tout début de l'année avec les élèves sur leurs accès aux outils numériques. Comment ils accédaient à Internet à la maison, sur quel support, est-ce que c'était facile pour eux, difficile ? Donc je faisais un état des lieux de l'accès de mes élèves aux outils numériques pour qu'il n'y ait pas de frein, que ça soit pas une excuse aussi. Et à partir de ce constat, j'essayais de trouver des solutions. Donc soit il y avait un système d'entraide entre élèves, viens avec moi, on va aller chez ma grand-mère, elle a un super débit Internet. Ou alors, je ne dis jamais le travail à la maison, je disais le travail en dehors de la classe, parce que les collègues de la vie scolaire étaient aussi très mobilisés autour de ces questions. Donc les élèves pouvaient accéder aux ressources en études sur des ordinateurs dédiés. La collègue prof documentaliste aussi, elle laissait les élèves accéder sur les ordinateurs aux ressources. Donc on essayait de trouver des solutions. On a même poussé jusqu'à contacter les associations de quartier d'aide aux devoirs, ainsi que la médiathèque du quartier. Donc pour essayer de faciliter vraiment l'accès des élèves aux ressources. J'expliquais aussi le scénario de la séquence. En fait, je voulais vraiment que les élèves prennent conscience que le travail à la maison, c'était pas juste on n'a pas fini de faire ça, vous finirez à la maison, mais vraiment ça faisait partie du scénario pédagogique. Et même si forcément, entre ce qu'on a prévu et ce qu'on fait vraiment, il y a parfois des petites différences, des petites choses qui changent, on avait quand même une vision de ce que l'on voulait mettre en place et de la place du travail en dehors de la classe dans la séquence. Alors l'organisation forcément changeait un petit peu. Donc j'ai fait beaucoup de capsules, j'en fais encore beaucoup. Je ne fais pas que ça, mais j'ai essayé de trouver des outils numériques facilitateurs. Donc j'ai listé, je me suis approprié des outils qui m'ont facilité la tâche. Donc on ne va pas non plus prendre trop de temps à faire la liste, mais des outils pour créer des ressources en ligne, des exerciceurs, des serious games, des documents interactifs,
des plateformes de cours en ligne. Voilà. J'en ai testé plusieurs, j'en ai abandonné certaines, et puis après j'ai un petit peu trouvé les outils qui me convenaient, qui convenaient aux élèves. On voit aussi très vite, parce que parfois on a des coups de cœur sur certains outils, mais ça marche pas. Les élèves ils ne s'approprient pas l'outil, donc après on fait des choix forcément. Donc le Plickers dont parlait tout à l'heure Michael, je l'utilisais aussi beaucoup. Alors ce qui est compliqué pour les élèves, c'est d'accéder aux ressources. Alors ça, c'est dès le départ, j'ai été confrontée à cette difficulté, c'est que même si on a l'impression que c'est très clair, vous cliquez là, vous allez là, regardez, toc toc toc, voilà, vous accédez à la ressource. Ah bah finalement, c'est une catastrophe. Donc on passe du temps, mais c'est pas du temps perdu, parce que c'est aussi ça, ça fait partie des apprentissages, s'organiser dans son travail, accéder à la ressource. Donc je passais beaucoup de temps avec les élèves pour leur montrer comment accéder aux ressources. Donc soit en classe par du pas à pas, voilà, on projette, on fait ensemble, clic clic, voilà, regardez, on arrive à la ressource. Soit par de l'entraide entre élèves, des élèves qui très vite étaient à l'aise sur les outils montrés aux autres, et je prenais le temps à chaque début de cours de rappeler ce cheminement pour accéder aux différentes ressources. Alors au niveau des séances, qu'est-ce que ça a bien pu changer dans mon cours? Alors j'ai distingué 3 temps. Le premier temps de la séance, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, comme Michael tout à l'heure, je pratiquais la classe inversée de manière ponctuelle, pas tout le temps. Donc de temps en temps, je mettais en place ce type de séance. Et puis ça n'a aucunement la valeur de modèle. C'est vraiment des choses que j'ai testées, mais ne le prenez pas comme tel. Donc au début, je m'assurais que la démarche était comprise et que les élèves avaient bien avaient pu accéder aux ressources, et puis ce qu'ils en avaient compris. Donc on faisait une petite mise au point. Donc cette première partie de la séance, était en mode frontal, mais c'était important de ne pas tout le temps s'éparpiller, d'avoir un moment fédérateur où il y a des interactions entre l'enseignant et le groupe classe, et entre les élèves dans le groupe classe. Donc il y avait toujours ce petit temps, on rappelait les objectifs, et je demandais toujours aux élèves de dire sur quoi on allait travailler. Ce n'était pas moi qui disais aujourd'hui nous allons faire ça, séance 7, nanana. Je demandais aux élèves de dire voilà, qu'est-ce que vous avez regardé comme ressources, sur quoi d'après vous on va travailler aujourd'hui, et qu'est-ce que j'attends de vous. Et du coup c'était très intéressant de voir comment les élèves verbalisaient, formalisaient leur ressenti et puis ce qu'ils avaient pu voir de ces ressources. Et de faire ce retour sur les ressources consultées. C'était intéressant aussi pour moi d'ajuster ensuite en fonction de ce qu'ils disaient. Des fois, je me disais, oh là là, non, pas du tout. Vous êtes complètement à côté. Bon, on va reprendre les choses. C'est que mes ressources n'étaient pas adaptées, pas claires, et la consigne, en effet, n'était pas claire. Mais on faisait ce premier temps. Ensuite, 3 types d'activités. Alors, même chose, c'était pas toujours exactement comme ça, mais c'est un peu les 3 modèles que j'ai pu suivre et que j'ai testé. Donc, soit un modèle autobus, voilà, les élèves en rang, des activités individuelles, mais toujours à partir de supports variés et en pouvant utiliser les ressources proposées, sur une tâche identique à partir des ressources. Donc les élèves individuellement s'appropriaient les ressources et répondaient à une tâche. Deuxième cas de figure, les élèves travaillaient par groupe à partir des ressources, créaient eux aussi des ressources ou travaillaient sur des exercices ou une consigne particulière, mais une seule et même consigne et des tâches identiques pour tous les groupes. Et enfin, ce que j'ai fait de plus en plus, c'est des activités complètement éclatées. Donc un même objectif, c'est-à-dire par exemple vous devez tous à la fin de la séance avoir compris les caractéristiques du roman d'aventure. Voilà, c'est l'objectif de la séance, mais tous les moyens sont permis.
Donc vous avez les ressources, vous savez comment accéder aux ressources, vous avez moi, vous avez vos camarades. Après, vous choisissez le support, vous choisissez les ressources, vous allez chercher les informations qu'il faut et vous fabriquez quelque chose qui va permettre de synthétiser et de regrouper les éléments caractéristiques du roman d'aventure. C'est un exemple, hein, mais... Et donc les élèves choisissaient. Moi, je préfère faire une affiche, voilà, avec du papier, des crayons, des feutres de couleur. Ok. Un autre, moi, je vais faire une petite capsule vidéo avec la tablette. On avait des tablettes, une flotte de tablettes qu'on pouvait emprunter. Des élèves utilisaient vidéoprojecteurs, d'autres étaient plus dans une discussion, dans l'interaction dans le groupe. Enfin, c'était vraiment très très varié. Et à la fin, on faisait le point. Voilà. Est-ce que la consigne est respectée? Est-ce que l'objectif est atteint? La fin de séance. Plusieurs possibilités. Parfois, je manquais de temps aussi, hein, mais si j'avais le temps, si on avait bien chronométré la séance, on essayait de faire un retour. Voilà, à la fin, du coup, retour en classe entière. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? On fait un petit bilan. Récupération des travaux numériques si il y avait eu création de travaux numériques ou projection devant la classe. Et puis un premier avis par rapport aux consignes de départ. Et puis des prolongements possibles à donner ensuite à la maison. Au niveau des activités, donc j'ai parlé de beaucoup d'activités de groupe. Dans les séances un peu de type classe inversée, j'ai vraiment accentué le travail de groupe. Donc soit des pôles d'activité au choix, on voit un exemple sur la photo, on voit des élèves qui sont par deux, d'autres qui sont debout au fond en train de fabriquer une affiche, d'autres qui sont plus dans un travail individuel. Il y avait vraiment beaucoup d'activités au choix. Soit plutôt de la création de ressources, donc une manière pour les élèves de s'approprier la notion en réalisant eux-mêmes la capsule. Donc une petite capsule vidéo, une infographie ou un diaporama, enfin des choses plus ou moins complexes. Donc des ressources vidéo ou du travail de groupe plus pour développer la pratique argumentative. Alors les activités de remédiation aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant de les développer. Donc j'essayais toujours de rendre accessibles les ressources en classe. Donc l'ordinateur prof ne servait pas qu'à faire l'appel. Il y avait aussi toutes les ressources proposées, mises à disposition. Des QR codes soit collés dans le cahier pour, en flashant, accéder à telle ou telle ressource ou affichés sur le mur. Donc il y avait possibilité pour l'élève d'être autonome, de pas juste lever la main, d'attendre que le professeur soit disponible, mais aussi de pouvoir accéder à une ressource qui réponde à sa question. Proposer aussi aux élèves des exercices d'entraînement interactifs, des petits serious games, et puis encourager l'entraide. Voilà. En fait, c'est souvent, il y avait des élèves qui étaient très à l'aise pour expliquer les notions. Donc, il y avait des élèves qui étaient plus sur l'entraide au niveau des apprentissages et d'autres élèves qui étaient très à l'aise dans la manipulation des outils numériques, l'accès aux ressources et qui pouvaient aussi, eux, être valorisés dans l'entraide sur cette démarche. Plus d'organisation, plus logistique. Et puis, au niveau de la remédiation, il en a parlé aussi Michael tout à l'heure, c'est la communication. Donc moi, j'utilisais le cahier de texte, le logiciel de cahier de texte et intégré dans l'ENT pour correspondre avec mes élèves. Et donc parfois, ils m'écrivaient un message très poli. « Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin d'une réponse. » Et c'était très très intéressant d'y répondre et de se baser sur cet échange après en cours pour discuter de vive voix avec les élèves. Donc il y a beaucoup d'élèves que cette démarche a rassuré. Donc voilà des exemples de production d'élèves. En fait, pour vous récapituler, dans ma démarche, j'ai d'abord cherché des ressources en ligne que j'ai trouvées sur EduTech, sur Réseau Canopé, France TV Éducation, enfin plein de supports comme ça sur lesquels j'ai trouvé des ressources que j'ai proposées à mes élèves.
j'étais parfois frustrée de ne pas trouver la ressource qui convenait à telle séance et telle notion, donc je me suis mise à en faire. Et puis l'étape ultime, c'était bon, maintenant vous avez vu comment on fait. Ah, elles sont bien vos capsules vidéo, madame, on peut en faire aussi. Ben oui, allez-y, ça m'en fera moins à faire moi-même. Et puis ils étaient aussi très flattés que leurs petites capsules servent aussi aux autres et soient exploitées dans cette démarche. Donc là, on voit un exemple de petite affiche très girly sur les terminaisons du passé simple. Une petite capsule vidéo très rapide sur l'analyse de poèmes. Alors, on peut regarder très rapidement. Voici la poésie contenant le mot oiseau. Ô printemps, bois sacré, ciel profondément bleu, on sent un souffle. Voilà, je passe vite. Et une deuxième sur l'orthographe. Règle orthographique. Le doublement de consonnes AC, OC. Les mots qui commencent par AC ou OC prennent 2C. Mais il existe des exceptions. Voilà. Les voici. Donc ça, c'est des capsules vidéo plutôt réussies, des élèves qui se sont vraiment appropriés le principe de la capsule vidéo et qui ont joué le jeu. Et donc l'objectif, c'était d'avoir une banque de ressources nourrie par les élèves, mais surtout que pendant le travail, ils s'approprient vraiment la notion. Donc, tout n'était pas aussi bien réussi, mais déjà qu'ils aient passé du temps à réfléchir sur la notion pour créer la ressource, même si la ressource n'était pas terrible, c'était déjà très très bien. Au niveau de l'évaluation, on se pose toujours la question, d'ailleurs il y avait la question tout à l'heure, dans une évaluation traditionnelle, comment faire du coup, si on a une démarche différente. Donc j'ai pas révolutionné ma manière d'évaluer mes élèves, par contre j'ai essayé de prendre en compte ces démarches, donc surtout en valorisant le travail personnel puisque c'était le contrat posé au départ. J'avais dit aux élèves, moi ce que je veux c'est que vraiment vous travaillez en dehors du cours et que ça se voit et que je vois que vous travaillez. Donc je testais quotidiennement le travail donc avec l'outil Plickers en début de cours. Hop, on sort son petit carton. Vous êtes censé avoir regardé telle ou telle ressource. Vous êtes censé avoir des choses à me dire sur telle ou telle chose. Je vous interroge tous. Donc hop, je scannais ma classe et je voyais un graphique qui s'affichait. Je ne mettais pas les noms des élèves. Moi, je savais qui avait raté quelle question, mais ça ne s'affichait pas. L'élève, lui, pouvait aussi voir sur quoi il avait des choses, quels étaient les éléments sur lesquels travailler davantage. Mais surtout, ça donnait un aperçu des connaissances de la classe. Je valorisais aussi par un système de points bonus. Donc j'utilisais des exercices type QCM intégrés dans le cahier de texte numérique ou le NT. Donc des petits QCM. Alors même chose, hein, c'est très limité les QCM, hein, forcément, par le fait d'avoir des questions, 2 questions fausses, 1 question bonne. Il faut que la formulation des questions est très importante, et puis c'est quand même limité. Mais ces petits QCM, ils étaient plus là pour les encourager à regarder les ressources que pour réellement évaluer leur compréhension de ces ressources. Mais c'était aussi une forme d'encouragement et de valorisation du travail fait. Et donc, je ne notais pas à proprement parler, je mettais pas une note, mais je mettais des petits points bonus pour valoriser les élèves. Et enfin, pour qu'ils voient aussi que je prenais en compte le travail qu'ils faisaient sur ces ressources, j'essayais de faire un lien avec les évaluations plus classiques. Sur table, avec une feuille et plusieurs consignes, j'essayais toujours de mettre des questions très proches d'éléments qu'ils avaient pu voir dans les ressources ou sur les petits exerciceurs. Et du coup, ça les rassurait. Je mettais ça en première partie de l'évaluation et ils disaient « Ah oui, ça je l'ai vu, j'ai fait, j'ai testé, la prof nous avait dit d'aller sur le cahier de texte numérique et sur tel et tel exerciceur. » Et du coup, ça les encourageait à poursuivre l'évaluation sur des choses un peu plus complexes et un peu plus fournies. Enfin, j'ai constamment interrogé les élèves sur la démarche en elle-même, donc soit au fil des activités sur leur avis, leur retour à chaud, et puis aussi sous forme de questionnaires et de sondages.
Donc des questionnaires papier, hein, tout simplement, et puis aussi des petits questionnaires en ligne, des sondages. Alors c'était déjà pour voir un petit peu comment ils utilisaient les ressources. Ça a été très intéressant aussi pour moi pour faire évoluer ma manière de travailler. Par exemple, ils m'ont tout de suite dit dans les questionnaires qu'ils n'aimaient pas du tout les vidéos type clip avec une musique. Donc j'utilisais Powtoon à un moment donné. J'étais très fière de mes clips sur lesquels j'avais passé beaucoup de temps avec des petits personnages qui bougeaient, etc. Les élèves m'ont dit non, c'est super, hein, on aime bien regarder, mais on retient pas grand-chose de vos capsules. Donc on préfère une vidéo à la rigueur moins fun, plus lente, mais où on entend votre voix et on comprend vraiment ce qu'on doit faire au bout du compte. Donc j'ai laissé tomber Powtoon et je me suis tournée vers d'autres outils. Voilà, j'en ai fait aussi pour me faire plaisir, hein, mais sinon voilà, j'ai fait évoluer justement grâce à ces questionnaires les outils et puis ma démarche. Mais globalement, les élèves étaient quand même satisfaits et appréciaient beaucoup ce travail. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci Sophie, merci beaucoup même. C'est très bien parce que c'est effectivement complémentaire avec ce qu'a présenté Michael. Par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, on sent bien que la classe inversée, le fait de proposer des activités hors classe, ça induit une modification de ce qui se passe en classe. Et qu'entre autres, une des modifications, c'est qu'en classe, ils vont plus travailler en groupe, qu'ils vont produire différemment, parce qu'ils vont pas faire que du texte, mais ils vont faire du multimédia, de la vidéo, de l'image, du graphique, de la synthèse, de la frise chronologique. Après, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Alors moi, j'ai deux questions. Ces productions, est-ce qu'elles ont été publiées ou est-ce qu'elles sont publiées de temps en temps ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que toutes ces compétences qui sont mobilisées, de créativité, de collaboration, de travail en groupe, de communication, est-ce qu'à un moment elles sont évaluées et pour que l'élève voit qu'il développe des compétences qu'il utilisera toute sa vie ? Au niveau de la publication, moi je suis vraiment restée sur des plateformes fermées. Oui. Voilà, donc uniquement accessible en passant par l'ENT ou même si c'était publié sur d'autres plateformes non publiques. Voilà. C'est le choix que j'ai fait. Oui, par rapport aux compétences, moi je l'ai pas forcément, j'ai pas forcément pensé à le faire à chaque fois. Après, c'était plus dans la discussion, dans la réflexion a posteriori avec les élèves que ça a été dit. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai pas forcément pensé à le lister sur les compétences différentes. Mais dans la discussion, il y avait quand même un retour et une valorisation des compétences qui étaient mises en œuvre et développées. Oui. En fait, je listais, à chaque fois, je listais, aujourd'hui, on a travaillé et les compétences disciplinaires étaient vraiment clairement explicitées. Par contre, c'est eux qui m'ont dit, notamment sur le cheminement pour accéder aux ressources, c'est bien parce que ça nous apprend à chercher sur Internet, ça nous apprend à nous identifier, toutes les compétences de ce qu'on appelait le B2I. Mais du coup, c'était voilà. Moi, j'avais pas forcément pensé à le faire au départ, mais ils en prenaient conscience au fur et à mesure. D'accord. Et toi, Michael ? Alors publication, oui, bien sûr. Ça fait partie maintenant quasiment de l'évaluation. C'est une forme de valorisation qu'ils attendent aussi. Et je trouve ça vraiment super important qu'ils puissent communiquer avec l'extérieur. Ils le montrent ils le montrent aux parents et ils voient à quel point il y a une réaction aussi de l'extérieur, de personnes qu'ils ne connaissent pas et qui ont un regard sur leur travail. D'ailleurs, petit clin d'œil, ce soir, il y aura une nouvelle vidéo qui va être publiée puisque mes élèves ont produit une vidéo, un petit clip sur les inégalités hommes-femmes qui vient de remporter un prix et j'ai enfin réussi à récupérer tous les droits d'autorisation à l'image. Et donc on va enfin pouvoir le publier ce soir et ils l'attendent. Voilà, ils attendent vraiment que leurs travaux soient publiés. Alors ils le font pas pour ça, mais ils savent derrière qu'ils vont pouvoir le montrer à leur famille. Et puis ensuite l'évaluation. Effectivement, cette originalité, ces créations, maintenant il faut réussir à les évaluer. Alors c'est difficile, parce que
des critères qu'on peut difficilement mettre sur un créneau de 0 à 10. Mais sur toutes ces créations, ils ont beaucoup de liberté en fait. Au moment où on passe dans ces phases de création d'une publication, ils peuvent travailler sur le numérique ou sans le numérique, systématiquement. Je leur propose avec ou sans. Et en fait, maintenant, il y a systématiquement un critère originalité et bonne utilisation de l'outil. Là, par exemple, on a utilisé tous les deux Prezi aujourd'hui pour faire notre présentation. Il y a parfois des élèves qui disent « Oh, bah, ça a l'air super, on y va, on l'utilise ». En fait, ils me font un copier-coller d'une composition dans un Prezi. Donc, je leur explique que bah non, là, ce que j'attends, c'est pas une compétence argumentation, écriture. Il faut sélectionner les bons mots, les bonnes illustrations, et il faut construire une argumentation quasiment comme une carte mentale. Donc, il y a une compétence nouvelle qu'il faut développer, et moi, j'ai résumé ça sous la forme de bonne utilisation de l'outil, et ça rentre dans le barème à chaque fois. D'accord. Alors, est-ce que dans la salle, oui, il y a une question? Je vous écoute. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions en fait. Donc, j'ai bien compris en termes d'évaluation. Bon, on a affaire à différents publics. Cette méthode convient plus à certains et moins à d'autres. Ça, c'est quelles que soient les méthodes et outils qu'on puisse utiliser. J'ai une question qui porte sur la certification, puisque les épreuves, si je prends celle du bac ou d'autres diplômes, sont quand même figées pour le moins. Et je voulais savoir, non pas en termes de résultats, mais en termes les méthodes apportées par le biais des classes inversées permettent-elles d'avoir un regard différent sur les compositions classiques telles qu'on peut les connaître dans les différentes disciplines. Et puis enfin, j'ai une autre question sur le degré d'autonomie. Donc vous faites des classes inversées au sein d'une équipe pédagogique. Alors les savoirs transversaux, j'ai bien compris, tout ça, etc. Mais en termes d'autonomie, est-ce que visiblement vos collègues qui n'adoptent pas ces méthodes-là, et d'autres sans doute, ont pu apprécier quand même cette augmentation du travail personnel, plus d'activités au sein de leur groupe, etc. Ou des demandes même, peut-être des apprenants, adopter, pourquoi pas, des méthodes similaires aux vôtres. Voilà. Alors ils se répartissent la parole, là, hein. Savoir qui répond à quoi. Collaboratif. On se partage. Moi, je veux bien répondre sur celle concernant la certification. Alors, donc, pour moi, c'est le bac. Et parce que vraiment, hein, c'est une vraie grosse question. D'autant plus qu'en histoire-géographie, dans ma discipline, c'est vieilli. Voilà, nous, notre épreuve, elle sert vraiment plus à rien. Je le dis pas trop fort, mais quand même. Non, mais faut être clair. On leur demande de faire une composition classique, 3 parties, 3 sous-parties. Et ensuite, on a atteint le summum depuis la dernière réforme. C'est qu'en fait, cette liste de compositions, elle est publiée. Nos élèves ont 28 compositions. Ils le savent depuis la seconde. On a tout qui est donné. On a des livres qui sont sortis avec ces compositions rédigées. À la fin de l'année, il faut qu'ils les apprennent par cœur et qu'ils les récitent. Et en fait, ce qu'on évalue au bac en histoire-géographie aujourd'hui, c'est une récitation de la composition qui a été donnée par le prof. C'est certainement pas une compétence de l'élève. Même chose pour en géographie sur l'épreuve de croquis. Il y a 7 croquis à apprendre par cœur, ils récitent. Donc voilà, on va être clair. Nous, ça ne sert à rien. Et justement, ça, c'est ma grande question, quoi. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je les prépare quand même à ça, parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'ils aient les meilleures notes pour l'examen? Ou est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir et on a le droit de faire autre chose, parce qu'au bout d'un moment, eux comme moi, on va s'ennuyer? Eh ben, j'ai mis le curseur pile poil au milieu. Et en fait, moi, je considère que toutes ces activités où je vais leur demander de faire de l'écriture collaborative, où je vais leur demander de créer une vidéo, de créer un prédit, tout ça, en fait, à chaque fois, moi, j'ai pour objectif, dans mes critères d'évaluation et au moment de la remédiation et du retour sur cette production, de leur dire, bah, vous voyez, en fait, ce que vous venez de faire, c'est un peu une introduction de composition. Mais on va pas faire sans cesse des compositions parce qu'au bout d'un moment ils en peuvent plus. Donc en fait voilà, le curseur pile poil au milieu, et puis on essaie de trouver des situations d'apprentissage ludiques
permettant de travailler ces compétences évaluées au bac sans donner l'impression de les travailler. Je redonnerai juste un exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus cette année, que ça fera probablement l'objet d'une présentation un peu plus tard dans l'académie, c'est un championnat de composition. J'ai transformé cet exercice très académique en espèce de match de foot, où en fait les élèves, alors mon idée de départ c'était de créer une battle de rap, tel qu'on peut le voir dans certaines séries américaines. Bon, j'ai vite compris qu'ils n'avaient pas les compétences musicales pour le faire. Et finalement, on a transformé ça en championnat, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment affronter arguments, contre-arguments, exemples, et en fait, ils se prennent au jeu. Voilà. Et au bout d'un moment, ils vont aller chercher toujours l'exemple qui va être le plus précis pour pouvoir réussir à clouer le bec à l'équipe qui est en face, et ça devient un jeu, et ils travaillent l'argumentation à l'oral. Et finalement, c'est gagné, parce qu'après, du coup, à l'écrit, ça va tout seul. Alors pour la question plus sur l'autonomie et le travail personnel, alors déjà c'est pas une baguette magique, ça ne résout pas certains problèmes. Il y a des élèves, même si c'est une capsule vidéo à regarder à la maison, qui ne le font pas. Voilà, donc j'étais aussi confrontée à ça. Donc il y a des élèves qui n'arrivaient pas à entrer dans la démarche parce qu'ils étaient confrontés à d'autres difficultés. Donc même le fait de regarder une vidéo pouvait poser problème. Par contre, et puis il y a aussi des élèves qui cloisonnent très bien, qui avaient une certaine démarche avec moi et puis une toute autre avec d'autres enseignants. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que le fait de travailler avec mes collègues de la vie scolaire, du CDI et avec d'autres enseignants qui se lançaient dans cette démarche, c'est que les élèves faisaient le lien entre tout ça. Du coup, c'était plus, tiens, je vais dans la classe de français et on est dans un monde à part. Puis après, quand je sors, que je vais dans le couloir, je pars vers d'autres cieux. Du coup, ça créait du lien et du sens. Voilà. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que avec un autre de mes collègues qui pratiquait la classe inversée, c'est qu'on n'avait pas du tout la même façon de faire. Parce que lui, il est prof de technologie, il avait une autre démarche, et c'était intéressant d'en discuter avec les élèves. Et les élèves eux-mêmes avaient ce regard extérieur en disant ah bah oui, avec Monsieur machin, on fait comme ça. Et finalement, ça rejoint ce que vous faites, mais pas tout à fait. Et du coup, c'était intéressant de faire la comparaison. Je sais pas si je réponds à la question tout à l'heure. Bah, un peu quand même. Alors donc je tiens à préciser qu'à distance, il y a une classe de CAP, je crois, qui suit la conférence et qui a posé quelques questions, notamment sur les questions d'évaluation. Est-ce qu'on évalue la démarche ou que la production? Comment on évalue les acquis? Et donc, vous y avez répondu, mais je trouvais important de préciser que cette classe était présente. Et la question est juste derrière, voilà. Donc voilà, c'est le lycée de Plagny, la classe K2. Donc je trouvais c'est important de les citer. Il y a une autre question qui était ressortie, c'est comment on fait pour le public qui a du mal en présentiel? Là, c'est pas de moi, hein, voilà, quel mal? C'est-à-dire, je sais pas moi. On peut imaginer des gens qui sont alors alors je vais reformuler la question, mais c'est peut-être pas ça. Les élèves qui rentrent pas du tout dans la démarche classe inversée, il y en a. Je sais pas, comme tu veux. moi j'en ai eu. Ouais. Ouais, j'en ai eu qui étaient déstabilisés par la démarche. Ouais. Qui m'ont dit mais non, moi je veux copier mon cours, je veux pas regarder la vidéo, ça va pas du tout. donc ça il faut l'accepter. Et du coup je n'ai jamais remplacé. C'était complémentaire. Du coup je ne voulais pas laisser de côté ces élèves.
et ses élèves. C'est pour ça que j'en suis venue aussi au type de séance éclatée où les élèves pouvaient choisir. Voilà. Et si l'élève, lui, il avait besoin d'écrire dans son cahier le cours parce que c'était rassurant, parce que c'était comme ça que ces mécanismes se mettaient en place, eh bien, j'allais pas lui interdire de le faire. Et puis, mon rôle, c'était aussi de faciliter ce travail-là. Donc, il y a toujours eu le cahier, le travail un peu plus traditionnel qui était aussi possible. Et donc, on peut entendre ça aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est l'élève qui choisit ce qu'il fait et sa façon de travailler parce qu'il se connaît et qu'il sait comment il apprend. Oui, c'était le but aussi. C'était le travail qu'on avait fait sur les intelligences multiples. C'était apprendre à connaître ces mécanismes d'apprentissage. Ouais, c'est bien intéressant ça comme démarche. Après, il faut pas non plus se laisser berner par certains élèves qui veulent choisir la solution de facilité. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un contrat qui était clair. On est d'accord. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation et vos exposés, vos réponses. C'était très très riche. Moi, j'ai appris plein de choses. On reviendra sur ce que vous avez dit, sur les questions qui ont eu lieu pendant les débats, pendant vos interventions.